Et puis maintenant, je voudrais un peu vous donner très rapidement les grandes lignes de ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. En fait, bon, comme on est des journalistes, on aime bien se poser des questions et en gros, on va essayer de répondre à quelques questions qui nous semblent importantes liées à la curiosité. Donc, en quoi Trax est une émission curieuse? Pourquoi on a fait de la curiosité notre credo? À quoi sert cette curiosité? Et comment on l'entretient? Et enfin, une question qui me paraît très importante, pourquoi se passer de la curiosité est dangereux dans nos sociétés, ou en tout cas dans les médias? Alors, si jamais on doit commencer à expliquer Trax, il faut commencer par le début. Et effectivement, la particularité de Trax, c'est d'être une émission qui est diffusée sur une chaîne curieuse qui s'appelle Arte. Alors, je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'Arte, mais parfois les gens ont oublié qu'est-ce qui a motivé la création de cette chaîne. Bon, Arte, c'est une chaîne qui est unique au monde, puisqu'elle est sans publicité, ce qui est quand même assez rarissime, et elle dépend de deux États, la France et l'Allemagne. Il faut savoir que la chaîne aussi a été créée, non pas dans une optique, on va dire, commerciale ou de propagande, mais dans une optique de réconciliation pardon, des peuples, puisque la France et l'Allemagne avaient un lourd passif. Et on s'est dit que la communauté européenne économique ne suffirait peut-être pas, on va dire, à créer des liens. Et donc, à une époque, les présidents allemands et français ont l'idée de créer cette chaîne franco-allemande, principalement destinée à parler de contenu culturel, et avec cette idée que si jamais on donnait des informations sur chacun des peuples, eh bien, on allait peut-être éviter des malentendus, on allait aiguiser la curiosité de l'un et l'autre et peut-être créer un début d'identité européenne ou de communauté européenne qui soit un peu plus, je dirais, costaude que simplement une communauté économique. Donc la particularité de Trax, c'est d'être sur cette chaîne qui a d'autres intentions, on va dire, que de faire de l'argent ou de donner des nouvelles, du news, enfin ce qu'on appelle du news, du hard news, mais qui avait effectivement cette vocation à faire découvrir l'autre. Trax est créé 5 ans après la création d'Arte, donc il y a, on en est à notre 21e année. Et donc, c'est à ce moment-là, nous, qu'on arrive, on est vraiment au début et on est une des rares émissions à être encore en activité et qui fait partie du patrimoine d'Arte. Alors, j'ai un slide normalement. Alors, je ne sais pas si ça ne marche plus. Enfin, c'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que normalement, ça ne marche pas. Alors, est-ce que... Ah, il arrive. Donc, après, je ne vais pas trop expliquer ce que c'est que Trax parce que, non pas que, que tout le monde connaisse, mais c'est toujours assez difficile en fait à faire et j'ai pas trop envie de me livrer à cet exercice. Mais on va dire qu'il y a plusieurs manières de résumer l'émission. Alors ça, c'est la rédaction de Trax. Et pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que on voit que c'est notre Wall of Fame en fait. Hein, et dedans, il y a des photos de personnages qu'on a pu rencontrer. J'ai l'habitude de comparer Trax à Thalassa, en disant que Thalassa travaille sur le monde de la mer et des océans, mais finalement ne fait pas que parler de poissons et de pêcheurs, et va vous parler aussi bien de géopolitique, de problèmes migratoires, d'économie, de culture, etc. Et Trax, c'est à peu près la même démarche, on va dire. On s'intéresse à la culture, mais c'est pour parler en fait de notre monde. Donc quand on va voir les artistes, quand on va voir nos pionniers, on n'est pas là pour simplement parler de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui de produits culturels, mais plutôt pour raconter leur histoire, leur parcours et le monde dans lequel ils vivent et éventuellement, normalement, les propositions qu'ils font. Donc souvent, l'erreur qu'on peut commettre quand on imagine un peu une émission culturelle, c'est de se dire que ça va simplement vous parler un peu de ce qu'on appelle un peu la wallpaper culture, c'est-à-dire qu'on a juste un joli disque, un joli tableau, un beau spectacle, une belle danse, enfin, etc. Et nous, on est très vigilants à inscrire à chaque fois les artistes dans un contexte politique, économique et aussi historique, et qui nous racontent leur histoire pour mieux comprendre un petit peu notre monde. Puisque finalement, on pourrait comparer l'émission. Tout à l'heure, Alexandra disait qu'on n'était pas une émission tendance, et je la rejoins. On fonctionne plus comme un appareil sismographique.
C'est-à-dire qu'on essaye d'enregistrer des signaux faibles. Les signaux faibles, ça ne veut pas dire qu'ils sont inintéressants ou qu'ils sont faibles en tant que tels, mais que pour le moment, ils ne sont pas très présents. Et il faut un peu tendre l'oreille ou il faut un peu se déplacer pour les observer. Mais comme un séisme, ça peut commencer par un tout petit signal et puis tout d'un coup prendre de l'ampleur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être au plus près de la source du signal, de les répertorier en fonction d'un axe qui est est-ce que ce signal est différent des autres signaux? Parce que si c'est le même que les autres, ce n'est pas la peine. Donc qu'est-ce qu'il a de différent? Et après, de les évoquer. Il arrive que dans ces signaux faibles, il y ait des choses qui vont disparaître, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de séisme culturel qui va se créer. Et puis de temps en temps, ça nous arrive aussi, on va parler de choses qui vont avoir un impact redoutable sur la société parce qu'effectivement, d'autres gens vont s'en emparer, vont l'évoquer, ou tout simplement parce qu'ils ont peut-être posé la bonne question ou ils ont eu une grande idée qui finalement va intéresser le reste de la société. Alors, comme le slide fonctionne, je vais essayer de... Ah bah d'accord, de raconter... Attends, il manque un truc, excusez-moi. J'ai pas... Bon, bah c'est pas grave. Je voulais juste utiliser normalement, raconter, enfin, par le biais d'un conducteur, ce qui était un peu Trax, mais j'ai pas les photos. Mais en règle générale, l'émission essaye de balayer un champ culturel le plus vaste possible. Donc on nous dit souvent qu'on fait des précurseurs, c'est vrai que c'est le cas, mais il nous arrive aussi de faire des gens qui sont parfois connus, c'est pas notre axe d'attaque. Le principe de l'émission, si on doit le résumer, c'est de s'intéresser à ceux qui ouvrent des portes à ce qu'on appelle, nous, des pionniers. Donc après, il arrive que ces pionniers parfois soient un peu vieux et fait quelque chose d'important il y a très longtemps, et donc on va raconter leur histoire, et puis il arrive que ces pionniers soient plus jeunes, et donc moins connus, et dans ce cas-là, eh bien, on va aussi s'y intéresser. Alors, j'aimerais bien que Jean-Marc parle, mais il a décidé... Oui, non, enfin, je dis ça comme ça. Normalement, il parle beaucoup. Hein, donc, alors, non, je vais raconter un petit peu, et après je le laisserai parler quand même. En règle générale, quand on dit qu'on travaille à Trax, les gens ont une question souvent qui leur brûle les lèvres. C'est pas combien on gagne, bizarrement, mais c'est plutôt comment on fait pour trouver nos sujets. Et la réponse est toujours un peu décevante parce qu'ils s'attendent à un truc un peu complètement dingue. Et en fait, on répond simplement la curiosité. Et effectivement, ce qu'on pratique à Trax, ça me paraît être l'ADN de ce qu'on appelle le journalisme, c'est-à-dire qu'il faut être curieux. J'avais, il y a très longtemps, expliqué dans le cadre d'une école que c'était beaucoup plus simple, selon moi, d'être journaliste que d'être plombier, parce que l'expertise technique, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la plomberie, c'est quand même assez balèze, alors que se poser des questions et être curieux, vous avez pu peut-être le constater avec... si vous êtes rentré dans une école maternelle, c'est assez facile parce que c'est naturel de se poser des questions normalement. Et les enfants le font très très bien. Après, quand on est journaliste, il faut un peu les organiser, on va dire. Mais globalement, c'est un sentiment assez humain, la curiosité. Et le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'effectivement, de plus en plus dans notre société, et je crois qu'il y a peut-être des gens ici qui travaillent dans ce secteur, on confond journalisme et communication. Ce qui n'est pas en soi un mal, mais qui pose des problèmes quand on veut être curieux, parce que la communication a une sainte horreur de la curiosité. Et c'est pour ça que j'ai mis David Bowie, donc on va revoir, voilà, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une quinzaine d'années, dans ce qu'on appelle un press junket. Je ne sais pas si vous connaissez cette terminologie, ça se fait beaucoup à la télévision. Donc en fait, on propose à des journalistes de médias très variés de venir interviewer une personnalité et elle va avoir un temps limité, ça peut aller de 3 à 10 minutes. Il n'y a même pas besoin de venir avec une caméra, souvent l'organisation fournit la caméra. Et je dirais que c'est assez orienté. Normalement, on vous suggère de poser certaines questions, ce n'est pas toujours le cas. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut relayer un peu une information. Et donc, bon, moi j'étais assez naïf, hein, j'étais voir David Bowie, j'avais envie de poser certaines questions sur son périple berlinois. Et donc, je commence à poser ma première question. Enfin, je lui avais expliqué que je voulais parler de ça, bien évidemment. Et puis, il me fait état que sa mémoire lui fait un peu défaut.
Bon, j'insiste parce que je suis têtu. Et puis la deuxième fois, il me dit non, vraiment là, il me répond un peu des banalités, on va dire. Et à la troisième question, il me dit qu'il vient de sortir un nouvel album, ce que je savais bien évidemment. Et à la quatrième, il ne me répond pas à ma question, et il répond à une question que je ne lui ai pas posée, en me parlant de son nouvel album, comme si c'était naturel. Et puis la cinquième, bon, j'ai arrêté de poser des questions, parce que de toute façon, il parlait très bien tout seul. Tu étais surtout arrivé au bout des 10 minutes. Pour une fois, j'ai même pas fait 10 minutes. Alors, et j'en veux pas du tout à David Bowie, mais parce qu'effectivement, il y a eu une confusion à ce moment-là entre ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire délivrer son message, faire de la communication, c'est son droit le plus strict, et moi qui simplement été animé par ma curiosité, enfin, au sens, pour nourrir l'émission, bien évidemment. Mais du coup, ça entravait, on va dire, je lui faisais perdre son temps, enfin, il n'y avait pas d'autre manière de le dire. Et, et c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde où le journalisme peut paraître quelque chose d'assez agaçant parce que quand on veut maîtriser sa communication, eh bien, toutes les questions qui vont pas dans ce sens-là posent des problèmes. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les institutions qui créent de plus en plus de responsables de la communication, dont le talent, enfin, je suis toujours assez épaté, c'est de réussir à ne pas répondre à une question tout en donnant l'impression d'y répondre. J'essaierai peut-être de me livrer à cet exercice tout à l'heure, on verra, mais c'est une vraie technique. Alors, vous allez me dire, c'est pas très très grave, et puis pourquoi finalement cette communication prend de plus en plus d'importance dans nos sociétés. Et il y a 2 ans, je vais vous raconter cette anecdote, une de nos journalistes a fait à Sundance l'interview d'un activiste nord-coréen. Alors, il a un nom, comme tous les Nord-Coréens. Enfin, je ne veux pas faire je vais dire une bêtise. Donc, il a un nom normal, comme tous les Nord-Coréens. Bon, bref, je ne retrouverai pas son nom, je suis désolé. Mais on va le voir. Donc, peut-être que là, voilà, c'est lui. Donc là, il y a son nom qui s'affiche. Et ce garçon a la particularité d'avoir créé une association qui envoie des petites clés USB avec des ballons d'hélium de l'autre côté. Donc, il a fui la Corée du Nord, sinon on n'aurait pas pu l'interviewer. Et il envoie des clés USB avec des petits ballons d'hélium de l'autre côté de la frontière. Et dans ces clés USB, il met des films hollywoodiens ou de la K-pop. K-pop, pardon. Et son idée, c'est que Hollywood, les films, la fiction, pourraient faire basculer le régime nord-coréen. Ça paraît un peu absurde. Et en fait, pas vraiment, parce que selon lui, la culture est un bon levier pour que les gens finalement se posent des questions. C'est alimenter la curiosité qu'ont bien évidemment les Nord-Coréens. Ils sont comme nous, on est toujours curieux de tout, sauf qu'elle est totalement bridée en Corée du Nord et que effectivement là à un moment donné on leur donne les moyens de découvrir des choses. Et il nous livrait dans cette interview un moment assez étonnant où il disait que pendant très longtemps, avant de fuir la Corée du Nord, il ne savait pas comment on embrassait sur la bouche. Et que c'est quand il est parti et qu'il a pu voir un film qu'il a découvert ça. Et donc j'en déduis que la curiosité ouvre un champ des possibles gigantesque, parce que du coup, il savait déjà comment embrasser sur la bouche. Ouais. Et nous, on découvre que les Coréens n'embrassent pas sur la bouche. Tu as un micro? Oui, ça c'est une vraie info. Oui. Mais en fait, on essayait d'un petit peu de comprendre ce qu'il y a dans l'ADN de Trax, cette curiosité, à quoi elle sert. Et moi, mon histoire, quand je suis arrivé à Trax, c'est pas tout à fait par hasard non plus. J'ai travaillé pendant, en gros, depuis 87 sur les marges et sur les cultures, les contre-cultures, tout ce qu'on appelle contre-culture. En particulier sur deux domaines qui sont les mamelles du journalisme, le sexe et la violence. J'avais beaucoup travaillé sur les gangs, sur la violence urbaine, sur les extrémistes, sur la pornographie. En fait, j'essayais de comprendre un petit peu ce qui étaient des objets de fantasme pour médiatique, donc pour le public aussi. Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites là-dedans, qui étaient de l'ordre du fantasme. Et quand on rencontrait ou des gens du porno, ou des néo-nazis, ou n'importe quoi, on se retrouvait devant des humains qui avaient des histoires souvent un peu déglinguées, mais qui étaient finalement très humaines, et qui étaient intéressantes à raconter comme des sujets journalistiques. Et à la fin des années 90, je travaillais à cette époque, j'avais fait 2 bouquins avec un photographe qui s'appelle Yann Morvan, un qui s'appelle Mondosex, donc c'était comment le monde s'était... prenez le modèle du
du porno pour, enfin en gros c'est l'idée du give them what they want, hein. Le porno c'est on donne ce que les gens demandent. Et c'est un raccourci du capitalisme en gros, et ça m'intéressait d'avoir travaillé sur le sexe et l'aventure sexuelle comme un objet capitalistique, bon, en gros. Et j'ai travaillé aussi sur la violence urbaine dans un bouquin qui s'appelle Gang, où on racontait l'arrivée à l'époque, hein, il y avait tout un tas de fantasmes autour sur les banlieues et compagnie. Et on s'était intéressé à tous ces gens qui se retrouvaient dans des endroits complètement déglingués et qui se structuraient en bandes. Bon. Et à un moment, je commence à m'intéresser aux modifications corporelles, puisque à l'époque, on n'en parlait pas encore beaucoup, ça semblait un peu exotique. J'avais déjà découvert ça à la fin des années 80 à Los Angeles, des personnages, des body performers assez incroyables qui se charcutaient sur scène, qui faisaient des trucs terribles. Et donc, je travaille avec un personnage qui s'appelait Ron Etty à l'époque. Et les modifications corporelles, au début, avaient commencé par s'intéresser au passé, aux tribus primitives. Donc, c'est ce qu'on appelait les modernes primitifs, qui regardaient dans le passé pour retrouver des sensations. Ils avaient l'impression qu'on était dans un monde qui perdait le contact avec la réalité et que la façon de retrouver le contact était de se percer, de se tatouer, enfin, un tas de trucs. Et je me mets à rencontrer une autre race de gens dans ce milieu-là, qui étaient ce que j'ai appelé donc des cyborgs, puisque ils avaient retourné la lorgnette et regardé vers le futur. Et se mettent à s'implanter des trucs, des puces de téflon, des machins un peu partout. Bon, il y a tout un tas de personnages assez marrants qui sortent de ça. Est-ce qu'il y en a là-dedans ou pas, voilà, David Guetta. David Guetta. Là, c'est très bien fait. Alors, j'ai retrouvé mon truc, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Moi, j'aime bien. Voilà. Ouais. Je me fais mon truc diapo pendant ce temps-là. Et je commence à vouloir monter des sujets là-dessus. Bon. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le coup, donc c'était assez pratique. On va y arriver. Voilà. Bon, voilà. Donc lui, c'est Lucas Pira, c'est un type d'Avignon qui était le premier type à avoir une iroquoise en chrome. Donc c'était il y a 20 ans déjà, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Et je commence à balader dans les rédactions en disant, tiens, il y a un truc à faire autour de ce milieu, parce que ça, pour moi, posait une question qui était intéressante et qui aujourd'hui est très prégnante, qui est toute la question queer, en gros, l'histoire, la question de l'identité. Est-ce qu'on peut changer d'identité? À qui appartient le corps? Est-ce qu'on a le droit de le modifier? Est-ce qu'on a le droit de jouer avec son identité sexuelle, mais aussi son apparence? Et ces gens-là étaient en fait des pionniers de ce questionnement-là, hein, entre autres, il n'y a pas que, mais enfin bon, c'était ces questions-là que ces gens posaient. Et ça me semblait une question relativement importante. C'était il y a 20 ans, on n'en parlait pas encore beaucoup, et je trouvais qu'il y avait quelque chose à raconter autour de ça. Bon, et je me suis fait jeter d'absolument partout. J'ai fait le tour des rédactions qui à l'époque étaient très sérieuses, des CAPA, donc tout un tas de gens qui montaient des grands documentaires, et ils m'ont dit ça concerne personne, ça n'intéresse personne, et c'est même un peu flippant, parce qu'ils avaient l'impression que c'était de la mutilation, donc ça faisait flipper tout le monde. Et en fait, tout d'un coup, j'apprends qu'il y a quelqu'un, enfin, Trax était en train de passer de 26 minutes à 40 minutes, donc partait d'un format qui au départ était un peu musical, c'était comme ça qu'il avait été inventé, et devenait quelque chose de plus sociétal. Moi, j'étais journaliste de société, j'adore la musique, mais je ne voulais pas être journaliste de musique. Par contre, là, tout d'un coup, il y avait une petite porte qui s'ouvrait. Et j'arrivais avec ce sujet, et donc je rencontre le rédacteur en chef de l'époque, qui était Paul Rambali. Paul Rambali, c'est un des fondateurs de Face Magazine dans les années 80 en Angleterre, qui était, quand moi j'ai travaillé beaucoup en presse écrite avant, c'était vraiment un des modèles de la presse des années 80 en France, par exemple. Actuel, Globe, tous ces canards pour lesquels j'ai travaillé voulaient ressembler à Face, parce qu'ils avaient trouvé une formule très marrante, marrante. Ils avaient trouvé le moyen de sortir du cadre justement purement musical ou de tendances de mode et tout, en mettant des pages de pub, ce qui ne se faisait pas du tout. Normalement, il y avait un canard de musique, ne parlait jamais de mode, par exemple, ça ne se faisait pas. Et ils avaient ouvert la porte à la mode, et donc aux gens qui avaient de l'argent, et qui ont donné un canard qui était très hybride, qui parlait de toutes les formes de culture, au sens large, à l'anglo-saxonne. Et la réaction de Paul, évidemment, était une réaction anglo-saxonne, c'est de me dire que ces gens posaient des questions, ce dont je m'étais déjà aperçu, mais lui a dit, Banco, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'il me pose une question. En gros, il n'avait pas peur de ces différences, qui est un problème extrêmement français, auquel on est confronté, nous, en travaillant un peu sur les marges, quand même, de façon assez récurrente. Et j'ai fait donc mon sujet sur les cyborgs, c'est super, mais même moi, je suis parti faire le carnaval de Trinidad, Burning Man, enfin bon, tout un tas de trucs que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et voilà, j'ai commencé donc à Trax de cette façon-là. Et de façon assez marrante, bon, on est sur les hommes baignés là, hein, je crois. Non, mais on va y arriver. Non, parce que justement, on a quelques années plus tard, donc on fait une autre tribu
Donc, ils sont des gens qui, eux, se font des injections salines. Bon, ça, c'est 20 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard, on va dire. Donc là, l'idée, c'est encore, bon, c'est visuellement assez spectaculaire, mais au niveau technique, c'est pas grand-chose. Hein, ça a disparu en quelques heures. Enfin bon, c'est pas si terrible que ça. Par contre, ça fait très peur. Et c'est un des sujets qui nous a valu pas mal de retours parce qu'on nous a dit Trax, c'est une émission, la différence peut faire peur. Hein, donc on est souvent confronté à cette idée-là. Et de façon assez marrante, c'est que je lisais il n'y a pas très longtemps un papier sur la théorie des donuts. Je ne sais pas, vous devez connaître ça en médias. Enfin, c'est une théorie américaine qui a été sortie par un journaliste politique qui s'appelle Aline, qui a essayé d'expliquer comment fonctionnaient les médias aujourd'hui en travaillant sur la guerre du Vietnam. C'est un bouquin qui est sorti en 86 et qui raconte, donc c'est les sphères de Aline, on appelle ça, où il compare en gros le monde médiatique à un donut. Bon, le donut, donc il y a un trou au milieu, un corps et un extérieur. Il y a une première partie donc, qui est le centre du donut, là où il n'y a rien. C'est ce qu'il appelle le lieu de la maternité et des tartes aux pommes, parce que c'est l'endroit où tout le monde est d'accord. C'est-à-dire on est d'accord que c'est pas bien de faire du mal à un enfant, que la maladie c'est triste, que enfin tout un tas de grands dossiers passionnants qui font une partie des télés du matin ou du soir. Enfin bon, ça nourrit une grosse partie des choses. Là tout le monde est d'accord et le journaliste finalement ne peut que être d'accord. Ensuite, là, il y a la sphère qui est vraiment la sphère importante, c'est le corps du donut. Alors là, c'est l'information légitime, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des débats, des débats politiques, des débats autour des finalités économiques, enfin tout ce qu'on des endroits sur lesquels on peut agir. Et ça, c'est le journalisme d'ailleurs qu'on apprend dans les écoles, hein, qui est le journalisme politique, économique, qui est un journalisme sérieux, où là on pose des vraies questions. Et le journaliste essaie de jouer l'objectivité, évidemment, mais il est un acteur de ce questionnement, on va dire. Et puis après, il y a une autre sphère, enfin la sphère, il y a l'extérieur du donut, là qui est celle de ce qu'il a appelé la déviance. Donc moi, ça m'a titillé, forcément, puisqu'à Trax, on est une bande de pervers. Et en fait, la déviance, c'est cette idée que le débat n'est pas légitime. C'est-à-dire qu'il peut être considéré par les médias uniquement sous l'angle de la dérision, de la condescendance. Donc c'est, par exemple, une grande partie des tribus, des gens, des pionniers qu'on rencontre dans Trax, hein, qu'on fait dans Trax. C'est-à-dire qu'on va les traiter sous l'angle, eux, c'est des personnages rigolos, c'est des monstres de foire, un petit peu, qui sont rien d'autre que des monstres de foire. Et on va les avoir dans des émissions, je sais pas, je vais en citer quelques-uns pour qui j'ai pu travailler à une époque, hein, les De Chavannes, les Nagui, qui ont fait des émissions fantastiques, mais oui, on exhibe, parce que la télé est un héritage des freak shows, donc sur le même modèle que les freak shows, on essaie de montrer des personnages qui sont... on se dit, heureusement que je n'en suis pas, hein, c'est un peu ça l'idée. Mais alors nous, c'est plutôt le contraire, c'est nos copains, on va dire. Et en plus, l'idée qu'on a, à quoi sert Trax finalement, c'est à faire rentrer ce débat illégitime dans la sphère du légitime. C'est-à-dire qu'il va poser des questions et on va faire rentrer des choses qui normalement ne sont pas considérées comme du domaine culturel, c'est-à-dire les tribus urbaines par exemple, comme des questionnements culturels légitimes. Hein. Donc ça, c'est un peu la grosse fonction de Trax, c'est ça. Et on va essayer d'agrandir le corps du donut, donc en l'abondant de débats nouveaux. Hein. Oui, et là, je prends le relais. Ouais. Parce que on a très bien organisé notre truc. Ah, tac. Et je vais montrer David Guetta. Non. Et non, je ne vais pas montrer tout de suite lui. Voilà, on verra tout à l'heure. Mais oui, alors, pourquoi faire rentrer des choses dans le corps du donut? Parce que la curiosité, en fait, c'est une manière d'élargir le champ des possibles. Et récemment, j'ai été à une exposition au musée du jeu de paume où il y avait un artiste qui avait un nom, je crois qu'il est croate, Damior Osko, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Et il avait mis sur un petit cartel, il travaille sur le langage, un petit message d'avertissement, enfin pas un petit message d'avertissement, un petit mot où il faisait référence à la novlangue de George Orwell. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Orwell qui était très malin, et quand il écrit 84, il imagine effectivement un système totalitaire, et il imagine que pour consolider son système, le système crée une nouvelle langue dans laquelle des mots disparaissent. Et effectivement, par exemple, si on n'a plus le mot liberté, comment d'abord l'exprimer, et même comment y penser. Et donc,
quand on, je ne dis pas qu'on fait un travail de salut public, mais à partir du moment où effectivement la curiosité, je dirais, est cadenassée, c'est-à-dire qu'on empêche les gens d'aller voir ailleurs et de regarder ce qui se passe ailleurs, et bien forcément, on a l'impression que ce qu'on vit ou ce qui existe, c'est suffisant, c'est la réalité. Et on restreint, comme on peut restreindre le vocabulaire, on restreint sa capacité à imaginer d'autres choses, à remettre en question ses valeurs et à penser que ce qui est doit rester et ne changera pas. Et donc, ça paraît un peu anecdotique cette histoire de. Alors, il y a 1000 noms, hein, marge, underground, signaux faibles. Bon, enfin, en gros, c'est tout ce qui échappe, on va dire, ce qui peut faire débat et qui peut gêner, c'est tout à fait naturel. Mais ça me paraît fondamental pour simplement accroître sa liberté. Je ne vais pas dire sa liberté de penser comme Florent Pagny, mais disons, non, mais accroître sa liberté. Et je ne vais pas faire un cours sur Bourdieu que je maîtrise pas plus que ça, mais on sait depuis quand même Pierre Bourdieu que nos goûts nous délimitent. Dans le mot délimiter, hein, il y a le mot qui nous permet de nous identifier, mais aussi nous limiter. Et je ne dis pas qu'il faut évacuer les goûts. C'est normal d'avoir des goûts et c'est hors de question on ne peut pas se construire sans goût. Il faut bien s'identifier, il faut bien, et puis ça fait du bien. Enfin bon. Mais vous avez tous vécu cette expérience quand on a été enfant ou quand vous voyez un enfant, effectivement, il va vous lui proposer un nouveau plat, il ne va pas voir le goûter. Et c'est peut-être dommage parce qu'il va peut-être apprécier ce nouveau plat. Il est possible qu'il ne l'aimera pas, mais peut-être. Et bizarrement, quand on est adulte, ce travail-là, on ne veut plus le faire. Et là, j'en viens, c'est incroyable, mais à lui. Alors, Kirinji Kalinan, qu'on a interviewé très récemment, il était interviewé par Marion Desmarais, une de nos journalistes, il y a quelques mois, et on lui demandait. Il est connu en Australie pour être un peu l'apôtre du mauvais goût, notamment, enfin, vous allez croire qu'on cherche des gens toujours un peu bizarres, mais bon, il est aussi comédien, hein, il est un peu connu, c'est pas un frics, mais il s'est fait connaître en Australie pour avoir, par exemple, s'est fait pipi dessus pour illustrer la pochette de son dernier album. Et donc on lui dit, bah dis donc, tu aimes le mauvais goût, enfin, pourquoi tu fais ça? Et une réponse n'est pas que le mauvais goût soit meilleur que le bon, ce qui est important, c'est de ne pas être victime du goût. Et c'est là où je veux en revenir. Trax n'est pas en train de dire aux téléspectateurs à ce moment-là, votre goût il est nul, simplement de ne pas être prisonnier de votre goût. C'est normal d'avoir sa culture, c'est normal d'avoir ses goûts, mais ce qui est important, c'est de pouvoir les dépasser parce que vous n'êtes pas à l'abri de découvrir de nouvelles aventures, enfin de pouvoir peut-être changer. Et je dirais que quand on regarde à travers notre expérience, on voit bien comment la société évolue extrêmement rapidement et comment des choses qui paraissaient, comment dire, enfin qui étaient repoussées ou qui paraissaient abominables, aujourd'hui font partie de ce qu'on appelle le mainstream et paraissent tout à fait légitimes. Ceci dit, il n'y a pas besoin non plus, quand on parle de curiosité, on vous a sorti des choses un peu étonnantes, mais parfois d'aller chercher très très loin. On avait l'habitude, parce qu'à Trax, quand on nous pose tout le temps la question des sujets, de dire que ça pouvait aussi bien être quelque chose qui se passait en Afrique, au Japon, que votre voisin de palier. Parce que cette curiosité, elle peut s'appliquer aussi simplement à vouloir découvrir l'autre. Et parfois, l'autre, ça peut être aussi votre voisin. Et l'année dernière, j'ai eu la chance de découvrir un lieu que j'aurais pu découvrir il y a 20 ans, puisque ça fait près de 20 ans qu'il existe. J'étais à Nanterre, où j'ai fait la rencontre d'un personnage que je connaissais un peu de nom, mais j'avais jamais été jusqu'à lui, et j'ai rencontré Roger Després, qui tient donc dans une sorte de petite friche industrielle, enfin même pas industrielle, pardon, une friche, mais enfin un terrain vague, voilà, coincé entre le RER et les bars de Cité de Nanterre, ce qu'il a appelé la ferme du bonheur, où il a son potager, il a une piscine, enfin tout ça est fait avec ses mains. Un cheval, des moutons, oui. Et il essaye de construire son petit squat utopique, sa petite ferme utopique, où il invite régulièrement les gens les SDF, des artistes, les gens du quartier à dialoguer, à manger, enfin bon, tout ça sans argent. Il a créé une structure où il
monte des pièces de théâtre, etc. Et c'est tout près de chez nous. Et donc, on en a parlé bien d'Anthrax. Et en même temps, on ne connaît pas. Et c'est aussi un des problèmes quand comment dire, auquel on est souvent confronté, c'est que les gens ont l'impression que parce qu'ils ne voient pas les choses, ça n'existe pas. Et notamment dans le journalisme. Or, c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas et qu'il faut parfois un peu chercher. Et là, je voudrais en venir un peu quand même, on a quelques trucs à Trax pour éviter. Pour rester jeune. Voilà, en tout cas, pour rester curieux. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux. Vas-y, Jean-Marc. Non, on a une règle, par exemple, qui est de ne jamais parler des morts. Parce que souvent, on nous propose il y a des tas de personnages merveilleux qui sont morts. En général, on les fait avant qu'ils soient morts, et ils meurent parfois après, parce qu'on a des gens parfois âgés ou malades. Je pense par exemple à Genesis Peerage, qu'on a vu un moment, de Frobing Gristle, qui est pas dans un état terrible pour le moment. Mais on ne parle pas des morts simplement parce qu'on part du principe qu'il y a peu d'émissions comme la nôtre et qu'il y a des gens vivants qui ont besoin qu'on parle d'eux. Ça nous permet d'éliminer quand même pas mal d'artistes qui sont très importants, dont on peut parler dans un sujet, mais par contre on ne va pas faire de portrait sur eux pour gagner de la place, hein, donc c'est un peu malheur aux vaincus. Pour la même raison, on parle jamais deux fois des artistes non plus. C'est-à-dire que même s'ils ont un petit peu changé de carrière, enfin bon, il y en a, je triche un peu parce qu'on a quelqu'un comme Iggy Pop qui est revenu une ou deux fois quand même chez nous. Mais par contre, en règle générale, on ne fait pas deux fois le même sujet, on ne parle pas deux fois de la même personne. Parce que, encore une fois, il faut faire de la place pour tous les nouveaux. Et ça nous permet de drainer et de fabriquer une émission où il y a toujours de la nouveauté dedans. On ne va pas dire, merde, j'ai encore vu... Le problème souvent des émissions culturelles, c'est qu'on a un peu l'impression de voir l'âge ou la tête de ceux qui la font simplement en la regardant. On va voir si c'est un vieux punk, un jeune branché techno ou je ne sais pas quoi, mais on va tout de suite imaginer un petit peu la tranche d'âge. Nous, notre grand truc, c'est d'essayer de casser toutes ces chapelles. On fabrique une émission avec beaucoup de sujets très très différents, sciemment, parce qu'on essaie de fabriquer que les gens ne puissent pas s'y reconnaître. Alors parfois, ça donne une impression de foutoir, mais en fait, c'est un foutoir très organisé, qui est censé pouvoir déstabiliser. Quand on regarde cette émission, on peut pas savoir à l'avance ce qu'on va voir dedans. Et ces deux petits principes-là, bon après il y en a d'autres. Après on évite, moi j'appelle ça parfois le syndrome du déjà vu ou du vieux con. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tous vécu ça, vous parlez de quelque chose et quelqu'un vous dit ah mais oui, bien évidemment ça a déjà été fait. Et bon, il y a la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est une phrase qu'on peut toujours dire, hein, ça a déjà été fait, parce que c'est le principe même de l'évolution, hein, il y a toujours un antécédent. Donc ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le point commun avec le passé, mais plutôt les différences qui sont incarnées par le personnage. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il change par rapport, bien évidemment, que Elvis Presley est descendant des grands bluesman, et puis que David Guetta est descendant oui, aussi, ou de la musique concrète. Enfin, ce n'est pas le problème. C'est à chaque fois essayer de voir qu'est-ce qu'il change. C'est pas très compliqué, mais du coup c'est plutôt sympa parce qu'on voit la nouveauté là où les gens parfois voient un petit peu un pilleur ou un copieur, etc. Et puis il y a une autre chose que j'aime beaucoup, que j'ai appris à la faculté. J'ai fait de l'ethnologie et ça m'a beaucoup influencé, je pense, dans mon rapport au monde. Et ce que j'ai appris, c'est d'avoir la connaissance de mon ignorance. Et ça, c'est un grand problème aussi que peuvent avoir les gens qui sont... j'estime pas qu'on a des postes de responsabilité délirants, mais c'est que forcément, on est censé avoir connaissance des choses, hein, parce qu'il y a une idée préconçue qui fait que quand on est à un poste, c'est qu'on est compétent, c'est qu'on sait plein de choses, enfin un peu comme... quand on va voir le pape, on imagine qu'il a toutes les réponses à tout. Or, bien évidemment, on est un peu plus informé, mais on a un peu d'expérience, mais il y a plein de choses qu'on ignore. Donc, ne pas hésiter à aller vers l'inconnu. Donc, quand des journalistes viennent nous voir, effectivement, on joue tout à fait cette carte. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train d'avoir l'impression de passer question pour un champion et de dire ah bah tiens, ça je connais, je peux lui répondre, mais plutôt d'aller chercher des choses que je ne connais pas et qu'il peut m'évoquer. Et il y a une dernière règle qui est héritée de notre ancien rédacteur en chef, Paul Rambali, qui nous a beaucoup influencé. Il avait... avec humour, il reprenait la phrase de Warhol qui disait « Tout le monde a droit à 10 minutes de célébrité avec moi ».
Et donc, les gens pouvaient venir le voir assez facilement pour passer un entretien pour le boulot, hein, bien évidemment. Hein, il ne s'agissait pas de partir en vacances. Et du coup, on a gardé cette règle en mettant deux conditions, parce que quand même, sinon ça devenait compliqué. On demandait aux gens d'avoir une idée de sujet, parce que si c'est pour discuter cuisine, c'est embarrassant, et d'avoir aussi vu au moins une fois l'émission. Parce qu'il nous arrivait d'avoir des journalistes qui n'avaient même pas vu l'émission, donc c'est embarrassant parce que du coup, ils ne nous proposaient pas un sujet. Paul y ajoutait aussi qu'il fallait qu'ils appellent au moins 5 fois, je crois. Oui, mais ça, on pas mais par contre, c'est vrai qu'on ne demande pas la carte de presse ou on ne demande pas le cursus des gens, nous importe peu. Finalement, c'est qu'est-ce qu'ils nous racontent comme histoire. Et ça permet d'avoir un panel de journalistes qui sont parfois, même pas journalistes à l'origine d'ailleurs, mais enfin souvent ils ont des velléités en tout cas de l'être. Mais ça peut être aussi des monteurs, des gens qui font plein de trucs. On a eu d'anciens DJ, on a même eu un journaliste qui faisait des implants capillaires, par exemple, qui est venu nous voir un jour et qui voulait faire du journalisme. Et maintenant, il fait des grands documentaires et je crois même qu'il a eu un prix l'année dernière. Donc, finalement, tout est possible avec nous. Hein. On garde la porte ouverte de façon très simple et pas du tout standardisé comme est aujourd'hui le recrutement dans le journalisme, qui consiste à passer par des écoles de journalisme, à décrocher des stages grâce à ces écoles de journalisme, et ensuite à intégrer des rédactions ou à se balader en tant que pigiste, mais qui finalement c'est un peu un genre d'endogamie où tous les gens se retrouvent entre eux, et on se retrouve avec un journalisme qui est fait par des bourgeois blancs, les fameux bourgeois blancs, vieux bourgeois blancs, hein, on va dire, qui sont, je connais pas. qui ne font que répéter finalement la même histoire. Enfin, moi, c'est toujours mon histoire de donut, mais enfin, finalement, ne font que tenir ce donut en empêchant absolument tout ce qui peut arriver de l'extérieur pour mettre le bordel dans leur monde. C'est ça leur grande inquiétude. Hein. Donc, c'est un petit peu, nous, ce qu'on essaie de... Enfin, on ne prend pas la chose de la même façon que on va dire. C'est un peu ce qui fait la spécificité d'une émission comme Trax. Et enfin, je voudrais rajouter on a presque terminé. Jean-Marc et moi, on a un autre point commun, on adore les animaux. Même si ça ne se voit pas beaucoup dans l'émission. Et récemment, je lisais dans cet excellent journal Charlie Hebdo un entretien avec Thomas Borot, qui est un neurobiologiste au CNRS, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Matière à décision. Et il racontait l'expérience dite du bandit manchot, que vous connaissez peut-être, mais je vais quand même la raconter. Donc c'est assez simple, il y a une souris qui a deux leviers. Deux petits endroits où elle peut poser ses petites papates. Si elle appuie sur un endroit, il va y avoir plein de nourriture, donc une récompense importante. Et puis à l'autre endroit, il n'y a rien. Et on fait l'expérience, bien évidemment, pas une fois, hein, mais sur de nombreux jours. Et la souris comprend assez vite, bien évidemment, que y a un levier qui est plus efficace que l'autre. Et bon, elle s'en donne à cœur joie, elle se gave. Mais de temps en temps, bizarrement, elle va appuyer sur l'autre levier. Et c'est ce qu'on peut appeler un comportement irrationnel, puisqu'il n'y a aucune raison d'appuyer sur un levier qui ne provoque aucun gain et aucune récompense. Et pourtant, elle va le faire. Et le neurobiologiste pose cette question, mais à quoi bon appuyer sur ce bouton? Et il répond, en fait, c'est ce qui nous a permis d'évoluer, de pouvoir s'adapter si les conditions changent. Et si on réfléchit bien, c'est un peu ce qu'il essaie de dire, acquérir de l'information, ça revient un peu à ce qu'on fait à Trax, ça peut être beaucoup plus intéressant à terme et plus rationnel que d'obtenir une récompense immédiate. C'est-à-dire que bien évidemment, là, les dés sont un peu pipés puisque le levier ne donnera jamais de nourriture. Mais on ne sait jamais. Imaginons qu'il y a un bug à un moment donné, il peut se passer quelque chose. Et c'est un peu ça aussi la curiosité, c'est-à-dire aller vers un endroit qui n'est techniquement pas rationnel, où on se dit à quoi bon alors que tout est tellement bien fait dans la communication, on vous dit d'aller voir là, de parler de cet artiste, de parler de ce truc-là. À quoi bon s'embarrasser et s'embêter? Puis en plus, on n'est pas sûr qu'il va être connu, on n'est pas sûr qu'il va vendre des disques, on n'est pas sûr que ça va être intéressant, on n'est pas sûr que ça va être facile. On a fait des sujets dans des zones parfois assez compliquées, hein, les Black Blocs danois, enfin bon, Kimbe, enfin c'était des gens assez compliqués, il fallait un peu s'arracher les cheveux pour les rencontrer. Mais effectivement, la récompense n'est pas nécessairement là. Parfois, ça paraît assez compliqué, mais au final, on a de l'information et on a quelque chose de beaucoup plus précieux. Et sachant que ce que vit la souris, c'est commun à tous les vertébrés et nous en
nous sommes des vertébrés. Donc, on peut estimer que explorer, avoir des comportements un peu irrationnels, c'est être curieux et c'est ce qui nous permet de nous adapter et d'être où on en est et de survivre. Bon. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, je pense que c'est pas mal. Voilà.